Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, merci d'avoir organisé le colloque. C'est vraiment une belle occasion de pouvoir se voir en personne. C'est ma première conférence en personne depuis 3 ans. Donc, je suis vraiment content. Et aussi, je vais donner ma conférence, mais là, vous avez vu le modèle original avec Thomas de Connect. Fait que là, je vais donner le modèle léger avec ma conférence. Donc, le thème de ma conférence, c'est la rigueur irrationnelle de la phénoménologie. Et je vais essayer d'expliquer ce que ça peut vouloir dire, puis jusqu'où on peut aller dans la rigueur qui est irrationnelle. Donc, c'est pas trop petit. Donc, tout d'abord, il faut reconnaître que la modernité est un succès, comme Thomas de Connect l'a fait aussi tout à l'heure, mais c'est un succès au niveau des connaissances, au niveau de la technique, au niveau de la science. On a vraiment beaucoup de réussite, puis ça serait un petit peu ridicule d'essayer de nier ces avancements-là que la modernité a apportés, et qui ensuite s'est poursuivi avec le siècle des Lumières, qui a juste étendu ces réussites-là. Les réussites de la modernité reposent principalement sur le fait qu'on a misé sur la raison. Donc, on a vraiment donné toute notre confiance à la raison, ce qui a apporté beaucoup de rigueur dans les méthodes de la science qui ont par la suite pu avancer. Par contre, la raison qui est mise de l'avant par la modernité est une raison qu'on pourrait dire qui est parodiée. Parodiée dans le sens que c'est une raison qui est réduite à sa surface ou à son apparence. Donc, c'est une raison qui est pas la même raison qu'on avait dans l'Antiquité. Donc, dans l'Antiquité, on avait le logos qui était beaucoup plus large, qui incluait les mathématiques, la logique, mais aussi le discours et tout le langage, donc dans le logos. Tandis qu'avec la modernité, on a une raison qui va miser beaucoup plus fortement sur l'aspect logique et mathématique. Donc, on a une raison qui est un peu différente de ce qu'on avait avant la modernité. Principalement, ce qui est perdu avec ça, c'est la possibilité pour la raison d'établir des finalités. Donc, on a les moyens d'atteindre des objectifs, mais on perd les moyens de se donner des finalités, ce qui va apporter énormément de catastrophes. Donc, on peut penser à la crise écologique, la crise de la modernité, la crise de la vérité, la crise du sens. Donc, tout ce qu'on vit actuellement est, à mon avis, le résultat de cette raison qui mise trop fortement, possiblement, sur les mathématiques et l'objectivation de la réalité. Donc, on a énormément de personnes qui vont critiquer les acquis de la modernité. J'en ai choisi quelques-uns. Donc, on a Husserl, qui est le fondateur de la phénoménologie, qui va expliquer qu'il y a un pari chez Galilée. Et il y a François de Gand qui résume très, très bien cette idée-là, qui va dire « Il y a un pari de Galilée, si on l'en croit à Husserl, qui va au-delà de tous les paris. C'est le pari suprême que tous nos paris réussiront, que la nature se prête à nos inductions, parce qu'elle est mathématique dans son essence même. Nous ne savons pas d'avance comment il faut faire la bonne induction. Nous devons chaque fois tâtonner avant de trouver la formule, mais nous savons d'avance qu'il y a une formule. » Donc, à partir de la modernité, on mise sur le fait que la réalité est mathématique dans son essence et qu'on peut établir des formules mathématiques pour expliquer chacun des phénomènes. Les formules mathématiques sont pas parfaites au départ, mais on peut les perfectionner progressivement jusqu'à arriver à une description parfaite de la réalité. Donc, c'est vraiment un pari qu'éventuellement, on pourrait atteindre une description parfaite de la réalité d'un point de vue mathématique. Donc, Husserl va proposer à la science moderne de Galilée une alternative avec la phénoménologie. Donc, la phénoménologie va avoir cet appel de retour aux choses mêmes, et par choses mêmes, il veut vraiment décrire le phénomène directement, donc le vécu humain, le phénomène vécu par les humains. On peut l'entendre de différentes manières. Mais c'est un retour au phénomène et on va tenter de cesser de décrire la réalité comme un monde objectif sans les humains. Donc, une façon de le voir, c'est que la science moderne
parle vraiment d'un monde sans les humains. On essaie d'éliminer le chercheur, d'éliminer le regard. Et en phénoménologie, on essaie plutôt de considérer le monde pour les humains, le monde des humains. En faisant ça, on reconnaît la valeur épistémique du vécu humain. Encore là, il faut voir de quelle manière on reconnaît ça, puis quelle force que ça peut avoir, le vécu humain. Et ça produit également un recul épistémique face à la raison, entendu au sens des modernes. Donc, on recule épistémologiquement par rapport à cette raison-là, qui était déjà réduite. Donc, je vais l'expliquer un peu plus tard. Mais finalement, on revient un petit peu plus à une raison qui est plus large, plus englobante, comme les anciens. Donc, on a deux questions. Donc, est-ce qu'on peut établir des connaissances légitimes et crédibles hors des critères d'évaluation rationaliste? Donc, est-ce qu'il y a une autre manière d'établir des connaissances? Et finalement, la question du titre de ma conférence. Donc, peut-on parler d'une rigueur irrationnelle en phénoménologie? Je vais présenter la conférence sous trois aspects différents. Donc, le premier aspect, c'est la phénoménologie comme une autre science, donc comme Husserl voulait la fonder. Le deuxième aspect, c'est la rigueur méthodologique de la phénoménologie en recherche qualitative, principalement chez Amadeo Giorgi, qui est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, et je pense que c'est important dans ce propos-là. Et le troisième aspect, ça va être le fondement irrationnel de la phénoménologie avec Michel Henry, qui lui va vraiment être l'aspect le plus fort sur le côté de la fondation irrationnelle qui va vraiment fonder la phénoménologie. J'ai une petite conclusion après sur comment est-ce qu'on peut réfléchir au-delà de la raison et qu'est-ce que ça veut dire de faire ça. Donc, le premier point, c'est la science de Galilée comme le modèle de rigueur. Donc, si on parle de rigueur irrationnelle, bien évidemment, la rigueur, le modèle de rigueur qu'on a, c'est la science de Galilée, qui est très, très rigoureuse, qui va faire avancer la connaissance de la modernité, la science, la technique, etc. Donc, c'est le modèle de rigueur, mais en même temps, la science moderne repose sur un postulat métaphysique dans son affirmation que la réalité est mathématique. Et donc, ce qu'on a avec la science moderne, même si c'est le modèle de la rigueur, c'est pas une connaissance qui est parfaite. C'est une connaissance qui a des taches aveugles, donc dans son affirmation métaphysique de la méthamétisation de la réalité. Et ces concepts sont donc pas parfaitement intelligibles. Donc, si on cherche à avoir une rigueur irrationnelle, on n'a pas à chercher une rigueur qui va au-delà de ça nécessairement. Il faut pas voir la science moderne comme une connaissance absolue ou une connaissance parfaite. On est capable d'avoir une connaissance qui est différente. Qu'est-ce qui fait la rigueur de la science? Donc, si c'est pas la perfection de ces connaissances, c'est plutôt qu'elle va essayer de faire des liens solides entre les faits, des liens qui dépassent la coïncidence ou le hasard, et ces liens-là se fondent sur des principes qui sont transposables d'un domaine à l'autre. Donc, c'est pas exclusif à un domaine précis, mais c'est une manière de penser qui est rigoureuse et qui peut expliquer des liens entre les phénomènes. Donc, c'est ce qu'on va rechercher. Est-ce qu'on peut faire ça autrement que par la raison des modernes? Donc, la science de Galilée. Donc, la science de Galilée cause la déshumanisation. Donc, Husserl affirme que cette science-là finit par déboucher sur une déshumanisation, donc qui amène la crise de sens, la crise de la démocratie, la crise de la vérité, la crise écologique, etc. Donc, la science ne considère que ce qui peut se conformer aux exigences de la raison, donc le quantitatif et pas le qualitatif. Donc, il y a une perte avec la science où on va miser vraiment sur le quantitatif et tout ce qui est qualitatif est mis de côté. Et là, j'ai une citation de Hannah Arendt qui reprend Eddington, qui va affirmer la conception astrophysique moderne, dont les origines remontent à Galilée et qui met en question l'aptitude de nos sens à percevoir le réel, nous laisse un univers tel que nous ne connaissons de ses qualités que la manière dont elles affectent nos instruments de mesure. Et comme dit encore Eddington, nous connaissons les relevés, non les qualités. Les premières ressemblent aux secondes comme un numéro de téléphone à un abonné.
Donc, j'ai toujours trouvé cette analogie-là très efficace pour nous illustrer la distinction entre les deux. La science nous donne des formules mathématiques, des données sur la réalité, mais c'est une déformation de la réalité. On a une vérité sur la réalité parce qu'il y a une connexion entre les deux, mais ça ressemble à la réalité comme un numéro de téléphone ressemble à son abonné. C'est à peine la même chose. Michel Henry va préciser un peu la même idée, mais d'une autre manière. Donc, il va dire que notre rapport à la vérité doit être re-questionné. C'est-à-dire la sensibilité, plus exactement la subjectivité de ces qualités sensibles, est écartée parce que la vérité ne réside pas en elle, ni dans la subjectivité qui constitue leur essence, parce que la vérité est une vérité universelle et comme telle objective. Donc, Michel Henry va dire, avec la science moderne, on présuppose déjà que la vérité est objective et tout ce qui est qualitatif ou subjectif est complètement éliminé. Donc, on perd les qualités sensibles du réel. Donc, il faut remettre ça en question. Donc, ce que va faire la phénoménologie, c'est un recul épistémique. Donc, avec la phénoménologie, on a la connaissance qui débute avec le vécu intentionnel. Donc, par l'intentionnalité, on s'intéresse au vécu intentionnel et donc c'est le point de départ de la connaissance qu'on va chercher en phénoménologie. On va essayer de fonder une science qui est édétique et non empirique. Donc, c'est une grosse différence avec la science moderne. On cherche le sens ou l'essence des phénomènes et non à décrire un objet empirique comme tel. Et c'est en ce sens-là qu'on a un recul par rapport à la raison des modernes. Donc, on a vraiment un recul par rapport à la quantification du réel pour permettre un regard qui est plus large, qui inclut tout ce qui peut être dans un regard intentionnel, et donc les émotions, le vécu intentionnel, puis même tout le monde de la vie en général, qui est perdu si on présuppose qu'on cherche des connaissances objectives. Le problème avec ça, c'est si on accepte ces points de départ-là, on peut soulever des critiques. Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour rallier les avis contraires? Donc, si on se base sur la phénoménologie et qu'on a une opposition qui est pas la même que quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'on peut argumenter si c'est pas sur une base rationnelle démontrable mathématiquement? Donc, les mathématiques ont l'avantage qu'on peut faire une démonstration, une argumentation logique ou même un syllogisme, puis on va rallier les avis contraires. Comment est-ce qu'on fait ça en phénoménologie? Comment est-ce qu'on va éviter le subjectivisme? Donc, c'est une critique qui revient assez souvent. Donc, est-ce qu'on tombe dans une espèce de subjectivisme ou de relativisme aussi? De quelle manière on peut distinguer le vrai du faux si c'est pas par les règles de la raison? Et comment est-ce qu'on fait pour éviter de passer de l'irrationnel, donc être à côté de la raison ou être hors de la raison, à l'irrationnel? Donc, il y a ce risque-là aussi de permettre toutes sortes de connaissances qui sont irrationnelles de réentrer dans le domaine de la connaissance. Donc, pour répondre à ces critiques-là, premièrement, il faut éviter de caricaturer la phénoménologie. Donc, ces critiques-là viennent d'une version très limitée de la phénoménologie où on va présupposer qu'on accepte le vécu individuel comme une description de la réalité objective. Ce qui n'est pas le cas du tout. Donc, le vécu individuel est un point de départ pour chercher les essences, mais on va pas seulement accepter le vécu individuel. Donc, les descriptions de vécu ne sont pas seulement acceptées, comme Daniel Dennett le disait, qui a été rapporté par Dominique Janicot. Donc, la méthode phénoménologique ne met en question ni n'accepte entièrement les assertions des sujets, mais elle maintient une neutralité constructive et sympathique dans l'espoir de parvenir à une description complète du monde selon les sujets. Donc, on écoute le vécu et ça devient un point de départ pour essayer de s'élever à des connaissances qui en valent le coup, qui sont solides. Donc, la phénoménologie possède ses propres mécanismes de surveillance, donc pour pas tomber dans le subjectivisme ou dans le relativisme. Ces mécanismes de surveillance-là, on a tout d'abord l'époquet, donc la mise entre parenthèses, qui interdit de passer de un vécu intentionnel à une affirmation sur le monde réel, donc sur le monde objectif, je devrais dire plutôt. Donc, il faut mettre entre parenthèses la thèse du monde, ce qui est vécu n'est pas nécessairement dans le monde objectif, donc il faut mettre ça entre parenthèses. Peut-être que oui et peut-être que non, c'est pour ça qu'on le met entre parenthèses, c'est pas une négation du monde objectif non plus. Et l'époquet aussi va mettre entre parenthèses toutes les connaissances préalables au vécu.
Donc, il faut arriver avec un regard neuf sur les phénomènes, il faut mettre les connaissances disciplinaires de côté et vraiment regarder le phénomène directement. Donc, ça, c'est le premier mécanisme de surveillance. Le deuxième, j'ai appelé ça un mécanisme de surveillance, mais c'est la variation édétique. C'est dans le fond, c'est un élément essentiel de la phénoménologie pour Husserl, où on va prendre un vécu intentionnel et on va le faire varier dans toutes ses possibilités pour essayer de faire ressortir l'essence. Donc, on cherche ce qui n'est pas, ce qu'on ne peut pas enlever sans déformer le phénomène. Puis on va essayer de trouver le cœur du phénomène, donc l'essence du phénomène, en faisant varier ce qu'on a perçu. Donc, c'est comme si on avait une infinité de perceptions sur un sujet, on le fait varier dans notre esprit pour essayer de trouver l'essence de la chose. Et le troisième mécanisme de surveillance, c'est l'intersubjectivité, qui est un gros élément qui peut être interprété de plein de façons selon les auteurs. Mais l'idée chez Husserl, c'est que on a un monde commun qui se crée de différentes manières. Donc, quand on confronte notre perception ou notre vécu intentionnel au vécu intentionnel des autres, ben on peut se rendre compte qu'on a des biais ou qu'il y a des erreurs qui peuvent être causées. Et donc, on va atteindre une forme d'objectivité par l'intersubjectivité. Chez d'autres auteurs, on va aller beaucoup plus loin, comme chez Heidegger, que je connais beaucoup moins, mais qui va dire que le monde qu'on perçoit est déjà empreint d'intersubjectivité, que les objets qui nous entourent sont déjà construits dans l'intersubjectivité, et donc que la présence des autres se trouve déjà dans les objets qui nous entourent. Puis il y a d'autres auteurs encore qui vont vraiment parler d'une construction, là, ce que l'on est essentiellement est une construction intersubjective, on se crée à partir de des communautés, des relations sociales, et donc on est toujours empreint d'intersubjectivité. Donc, c'est un mécanisme de surveillance dans le sens qu'on ne va pas s'arrêter seulement à notre perception ou à notre vécu intentionnel, mais qu'il y a une construction pour atteindre l'essence des phénomènes dans l'intersubjectivité. Je vais très vite parce que c'est pas très long. Le deuxième point que je voulais regarder, c'était la rigueur méthodologique de la phénoménologie en recherche qualitative. Donc, Amadeo Giorgi, qui est peut-être moins connu en philosophie comme tel, a eu beaucoup d'influence en recherche qualitative, principalement dans les domaines de sciences infirmières et en éducation. Et donc, depuis les années 60, il a établi une méthode de recherche qualitative qui va être reprise et modifiée par plusieurs auteurs. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de versions de cette recherche-là. Et lui était en psychologie. Donc, il a développé une méthode de recherche qualitative en psychologie, mais sa méthode peut être utilisée dans toutes les sciences humaines en l'adaptant selon les disciplines. Donc, il est très conscient aussi que sa méthode, c'est une ébauche, c'est quelque chose de nouveau, et donc, c'est pas parfait. Donc, ce qu'il fait, donc, il se rend compte que dans les domaines de sciences humaines, il y a une certaine limitation à appliquer la science objectivante de Galilée, là. Ce qui est le problème de regarder les choses quantitativement. Donc, si on prend la méthode scientifique moderne et qu'on l'applique à l'humain, on va faire de l'humain un objet objectif, et donc on va perdre l'essence de ce qui fait qu'un humain est un humain. Et donc, c'est un problème. C'est pour ça qu'il va proposer de créer une recherche phénoménologique qualitative pour aller chercher justement ce qui est humain. Donc, avec la recherche quantitative de Galilée, ben, quand on essaie d'examiner les humains, ben, le sens des expériences est ignoré. On va transformer les humains en objets du monde. Et la phénoménologie devient nécessaire dans tous les domaines où on s'intéresse au vécu humain. Ce que Giorgi fait, c'est qu'il va distinguer deux types de phénoménologie. Il y a la phénoménologie philosophique et la phénoménologie scientifique. La phénoménologie philosophique, c'est celle de Husserl et de tous ceux qui l'ont suivi. Et la phénoménologie philosophique s'intéresse à l'essence des phénomènes, donc ce que les phénomènes sont ultimement en eux-mêmes, tandis que la phénoménologie scientifique s'intéresse au sens des phénomènes et de la manière qu'ils veulent l'entendre, c'est que on va partir du vécu individuel et on cherche à se rapprocher de l'essence, mais on va pas atteindre l'essence ultime parce que cette essence-là est dégagée de toute subjectivité.
Et donc, le sens d'un phénomène va être un entre-deux où on va conserver l'aspect subjectif ou humain des phénomènes pour pouvoir les utiliser après ça en sciences humaines. Donc, évidemment, la rigueur qu'on va pouvoir appliquer à cette science-là ne sera pas la même que la science de Galilée. Ça ne sera pas des expériences, des expérimentations avec des collectes de données. On va plutôt miser pour atteindre la rigueur sur la minutie du recueil des données, les considérations d'ensemble dans les constructions subjectives, et vraiment la rigueur méthodologique appliquée à la recherche. La recherche qualitative phénoménologique se décline en 4 étapes. Donc, tout d'abord, il faut choisir un phénomène. C'est pas tous les phénomènes qui vont se prêter à une étude qualitative. Donc, il faut s'assurer que notre objet de recherche serait pas mieux servi par une recherche quantitative. Deuxièmement, ça fonctionne par collecte de données. Et donc, cette collecte de données-là se fait par entretien. Donc, le chercheur va discuter avec des gens qui ont vécu le phénomène pour essayer de faire ressortir leur vécu. Les entretiens sont notés. Une fois que les entretiens sont notés, dans les entretiens, c'est certain qu'il faut se maintenir derrière les poquets. Et donc, il faut accepter le discours de la personne. Il faut éviter de faire des interprétations. Il faut mettre toutes les connaissances disciplinaires du chercheur. Si on est en soins infirmiers, il ne faut pas que le discours soit biaisé avec le discours infirmier. Ça fait qu'on accepte le discours de l'interlocuteur. Et ça va permettre de faire entrer les données pararationnelles parce que quand les sujets d'étude, si on peut dire, vont exprimer leur expérience, ils vont parler de leurs émotions, de leur vécu, et c'est pas nécessairement des données qui sont rationnelles, c'est vraiment un vécu individuel qui est utilisé. À la troisième étape, il faut utiliser le discours et essayer de faire ressortir les unités de sens. Donc, on va essayer de rassembler le discours de la personne pour chercher les unités de sens en misant un peu sur les connaissances disciplinaires, donc en donnant un sens disciplinaire à ce qui est dit. Et à la quatrième étape, on va avoir la variation édétique. Donc, à partir du discours de la personne, on va chercher l'essence du phénomène recherché en faisant la variation édétique, tout comme le faisait Husserl, tout en préservant l'aspect subjectif. Donc, en restant dans cette espèce d'entre-deux-là entre le vécu individuel et l'essence très, très abstraite. Donc, ça, c'est la recherche qualitative. Évidemment, d'un point de vue de la phénoménologie philosophique, il y a plusieurs critiques qui peuvent être émises envers la recherche qualitative phénoménologique. Tout d'abord parce qu'on s'éloigne clairement de la phénoménologie au sens de Husserl. Donc, on se rapproche d'une méthode qui est empirique parce qu'on a une collecte de données, on a des sujets d'études, on peut faire même des statistiques à propos des données de signification. Deuxièmement, une autre critique qu'on peut avoir, c'est cette conception vague-là de l'essence qui est un entre-deux entre le vécu individuel et l'essence du phénomène. Donc, on est toujours dans un entre-deux qui est très vague et donc qui demanderait à être précisé. Et l'autre problème qu'on a, c'est si on reste trop proche du vécu individuel, ça peut se transformer en une thérapeutique plutôt qu'une recherche de connaissances pour la science. Donc, si on est en soins infirmiers, c'est plutôt un patient ou quelqu'un qui est le sujet d'étude qui va vivre une thérapie très vécue, très personnelle, et donc on ne crée pas nécessairement de la connaissance pour la science elle-même. Et le troisième problème, qui est malheureusement très, très courant, c'est que les chercheurs qui utilisent cette méthode-là utilisent le bon vocabulaire, présentent les bonnes choses, affirment utiliser la phénoménologie, mais quand on regarde ce qui est fait réellement dans les études, très souvent, la méthode n'est pas bien comprise ou éventuellement, c'est pas de la phénoménologie qui est faite. Donc, il y a un maquillage phénoménologique à plusieurs études qui cause problème. Et même Georgi lui-même l'avait remarqué. Il va dire, "The basic principles of phenomenology are often cited correctly, but they are not fully understood, nor are they always implemented correctly." Donc, Amadeo Georgi va aussi faire la liste de tous ces problèmes-là, la multiplication des appels aux auteurs. Il y a certaines recherches qui vont se référer à des dizaines de méthodes différentes en même temps, sans faire de distinction. Donc, ils vont utiliser du Merleau-Ponty, du Ricoeur, du Husserl,
tout en même temps, comme si c'était juste de la phénoménologie, ce qui est quand même un gros problème. Mais il reste qu'on a une méthode scientifique. Mon troisième point, et le plus important à mon avis, c'est celui de Michel Henry. Donc, Michel Henry, avec la phénoménologie, il va affirmer que l'intentionnalité de Husserl est la structure naturelle de la raison. Donc, que la raison fonctionne par intentionnalité. Par contre, le problème de cette façon de voir les choses-là, c'est que on n'a pas de façon de voir l'intentionnalité elle-même. Donc, la grande question de Michel Henry, qui est au début de son ouvrage, c'est l'intentionnalité qui fait voir toute chose. Comment se révèle-t-elle à elle-même? Serait-ce en dirigeant sur elle-même une nouvelle intentionnalité? Ou bien existe-t-il un autre mode de révélation que le faire voir de l'intentionnalité, dont la phénoménalité ne serait plus celle du dehors? Donc, c'est une question qui peut être difficile à cerner tout d'abord. Une façon simple de le comprendre, c'est avec une lampe de poche. Donc, l'intentionnalité est l'équivalent d'une lampe de poche. La raison est la lampe de poche qui projette sa lumière sur les objets. Les phénomènes apparaissent dans l'entre-deux. Ça fait que la raison projette sa lumière, les phénomènes apparaissent sous la lumière de la raison. Et la question de Michel Henry, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait qu'il y a une lampe de poche. Comment est-ce qu'on connaît ce phénomène-là de l'intentionnalité? Si on essaie d'éclairer le phénomène de l'intentionnalité par de l'intentionnalité, on a une régression à l'infini immédiatement. Donc, ce serait l'intentionnalité qui se porte sur l'intentionnalité, qui se porte sur l'intentionnalité. Donc, il faudrait avoir un autre mode de connaissance que celui de la raison, de l'intentionnalité, pour être capable de connaître l'intentionnalité. Donc, ça nous prend une autre connaissance. Michel Henry propose la critique du monisme ontologique. Donc, le monisme ontologique, c'est l'idée selon laquelle on croit que seules les connaissances de la raison sont valides. Donc, on accorde une priorité absolue épistémologique à la raison. Et selon lui, ça a toujours été le cas. Donc, les anciens aussi faisaient ça. Donc, il y avait vraiment une priorité absolue qui est accordée aux connaissances rationnelles. Et lui, ce qu'il va proposer, c'est qu'il y a une perte là-dedans parce qu'il y a un autre type de connaissance. Donc, il dit, le savoir contenu dans la vision de l'objet ne s'épuise nullement dans le savoir de l'objet. Il implique le savoir de la vision elle-même, lequel n'est plus la conscience, la relation intentionnelle à l'objet, mais la vie. Ce qui veut dire qu'avant de diriger notre intentionnalité vers un objet, on a déjà conscience de ce qu'on fait. Donc, quand j'observe un phénomène, je m'observe un peu en même temps aussi. Et donc, il y a une double connaissance. Il y a une connaissance préalable à celle de l'objet découvert par l'intentionnalité. Ce qu'elle propose, c'est que cette connaissance-là, qui est préalable, c'est celle de l'affectivité. Donc, l'affectivité pour Michel Henry, c'est une connaissance qui est immédiate, où ce qui est connu et ce qui connaît est une seule et même chose. Donc, une immédiateté dans le sens de pas médiatiser. Donc, il n'y a pas de distance entre la chose qui est connue et la chose qui connaît. C'est donné directement. Donc, c'est pour ça que c'est immédiat. C'est une connaissance qui est toujours déjà présente dans la connaissance de l'intentionnalité. Donc, on pourrait dire, par exemple, que avant toute intentionnalité, il y a déjà une coloration affective, disons, de l'intentionnalité, donc qui est toujours déjà présente. Et cette connaissance-là est irréductible à la connaissance de la raison parce qu'on ne peut pas l'éclairer par la lumière de la raison. Donc, l'affectivité ne se révèle pas à la lumière intentionnelle. De quelle manière on peut parler de rigueur avec cette forme de phénoménologie-là? Donc, tout d'abord, on peut parler de rigueur parce que Michel Henry offre un fondement qui est absolu à la phénoménologie. Donc, c'est une rigueur dans le sens qu'il n'y a rien de caché en fondant la connaissance sur l'affectivité qui est une connaissance immédiate, donc qui est une évidence absolue. Ben, on a un point de départ absolu de la connaissance et donc on n'a pas cette perte-là ou cette tâche aveugle-là de la connaissance. Deuxièmement, une façon de le voir, c'est de dire que la raison nous donne accès à des connaissances qui sont claires. Donc, tout le langage, la clarté, la lumière, éclairer les choses, donc c'est lié à la raison. Tandis que l'affectivité est une connaissance qui est évidente
est évidente dans le sens de immédiate, qu'il n'y a pas de questionnement possible. On peut pas remettre en question cette connaissance-là parce que la chose qu'il connaît et la chose connue sont une seule et même chose. Et donc, je me connais par l'affectivité directement. C'est aussi rigoureux parce que ça permet de ne rien négliger de ce qui est humain. Donc, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de réduction. On a une connaissance de l'humain qui est plus complète. Donc, c'est rigoureux parce qu'on perd pas cette partie-là. Et c'est une partie qui est importante parce que c'est l'affectivité qui donne un sens à la vie. Donc, de couper cette partie-là avec la science, c'est un problème parce que c'est elle qui donne un sens à la vie. C'est une critique qu'on appelle des fois, mais l'idée que l'affectivité serait une espèce de tautologie. Donc, Michel Henry dépasse cette critique-là en disant que l'affectivité est une connaissance qui est passive, donc qui nous tombe dessus et donc qui nous donne des informations quand même qui ne sont pas tautologiques. C'est pas une boucle à l'infini. Donc, quand il arrive certains événements, j'ai déjà une coloration affective et je réagis affectivement à l'événement, et donc il y a une modification qui est là, et donc des nouvelles connaissances. Tout comprendre est affectif, que Thomas de Coninck a cité tout à l'heure. Donc, pour Michel Henry, tout comprendre est affectif. Ça peut prendre plein de significations. Avant toute connaissance possible, il y a déjà de l'affectivité. Donc, c'est l'idée qu'on est déjà dans un mode affectif avant de pouvoir s'intéresser, avant de projeter l'intentionnalité. Mais évidemment, en éducation, par exemple, on peut comprendre qu'avant de transmettre des connaissances, il faut créer la motivation, le désir, le goût de vivre, le goût d'apprendre. Et donc, pour réellement comprendre quelque chose, il faut désirer comprendre. Et finalement, on peut parler de rigueur parce que ultimement, c'est une forme de jugement irrationnel ou pré-rationnel que nous offre l'affectivité, parce que quand on réagit à un événement affectivement, on peut réagir positivement ou négativement. Donc, il y a quand même une forme de jugement qui est là, qui n'est pas rationnel. Donc, on peut parler d'un jugement irrationnel. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant? Donc, on peut réfléchir au-delà de la raison. Donc, si on recule épistémiquement par rapport à la raison des modernes, on peut respecter la complexité du réel. Donc, j'ai une citation du poète William Wordsworth qui dit « Our meddling intellect misshape the beauteous forms of things we murder to dissect ». Donc, c'est très, très classique. Quand on veut comprendre quelque chose, on le dissecte, on le découpe. Donc, la raison a tendance à catégoriser, à défaire en morceaux. Et en faisant ça, on tue. On perd quelque chose qui était là avant. Et donc, c'est le problème de la raison moderne qui est seulement mathématique ou qui est trop mathématique. Donc, l'affectivité n'est pas une faculté que la raison rend caduque. Donc, ça, c'est important parce que c'est pas le vestige de l'évolution, l'affectivité, et c'est pas non plus un raisonnement temporaire pour aller plus vite qui pourrait être remplacé par un meilleur raisonnement rationnel par la suite. L'affectivité a sa propre valeur indépassable. La vraie rigueur, c'est celle qui refuse les raccourcis et les abstractions. Et on sait que la science moderne fait des abstractions et des raccourcis qui lui permettent d'avancer plus vite. Mais il reste que s'il y a des réductions, des coupures, on considère une seule partie de la réalité. La phénoménologie permet d'examiner les phénomènes dans leur contexte plus large. Donc, la phénoménologie, en reculant, permet de considérer le réel humain, donc le monde de la vie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est recadrer la raison. Donc, l'idéal épistémique de la raison doit être préservé, mais recadré. Donc, c'est pas un rejet de la raison du tout que propose Husserl ni Michel Henry, mais c'est seulement un recadrage de la raison. Donc, la raison qui doit reconnaître ses propres limites. Donc, la raison des modernes qui doit reconnaître les limites. Il y a des domaines qui ne concernent pas la raison des modernes. La raison moderne cherche la vérité, principalement. Donc, il y a un mécanisme de la raison en science qui est tout le temps une vérification de nos connaissances. Donc, il va essayer de tout mettre en œuvre pour vérifier que les connaissances qu'on a dans la tête correspondent à la réalité. Donc, c'est une vérification perpétuelle de l'adéquation entre les deux, d'où la vérité adéquation.
Oui, la raison nous permet d'atteindre des objectifs, mais ne permet pas de les fixer. Et c'est ça le gros problème, c'est que la raison, une fois qu'on a un objectif, la raison permet de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs-là, mais elle permet pas de fixer des objectifs. Par exemple, quand Kant émet ses impératifs catégoriques, il reste que c'est très, très, très rationnel, mais il est obligé d'affirmer la dignité humaine éventuellement avec l'impératif pratique parce que la raison n'y arrive pas par elle-même. Une fois qu'on affirme la valeur absolue de la dignité humaine par l'impératif pratique, ben ensuite la raison nous permet d'atteindre cette finalité-là qu'on s'est donnée. Mais il faut qu'il y ait un premier pas, quelque chose qui est donné. Donc, ce qu'il faut, c'est revenir au logos. Donc, l'idée, c'est de revenir à un dialogue qui devrait inclure un dialogue ou un entretien, comme dans la conférence qu'on a eue un matin, entre la raison et l'affectivité. Donc, ce dialogue-là interne de la raison, dans son sens large, qui tient compte de l'affectivité et de la raison, de l'aspect plus mathématique et de l'aspect plus émotionnel. C'est ce que permet de faire la phénoménologie. J'avais une diapositive de trop. Donc, la connaissance. Donc, si on reprend cette idée-là, c'est qu'en éthique, la phénoménologie devient essentielle. Donc, la connaissance n'a de sens que si elle est éthique. Donc, une connaissance qui n'aurait pas de visée pour le bien ne fait pas de sens. Donc, il faut que la connaissance ait un sens éthique. Il n'y a pas d'éthique dans le monde objectif de la science moderne. Donc, il n'y a pas d'éthique dans le monde objectif, comme l'explique bien Wittgenstein dans sa conférence sur l'éthique, dans laquelle il explique que si on avait tous les faits de l'univers, donc les faits objectifs de l'univers, il n'y aurait aucune proposition éthique. Donc, si on avait une description des faits, il n'y aurait pas de proposition éthique. Et donc, si on reste avec une science moderne, mathématisante ou objectivante, ben, on ne peut pas parler d'éthique. Et donc, c'est un piège de la science moderne. La connaissance rationnelle seule ne conduit pas à l'action. Donc, la pure connaissance rationnelle ne peut pas conduire à l'action pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que la raison ne peut pas fixer les finalités et ne peut pas causer la motivation non plus, donc le désir. Donc, dans l'action elle-même, il y a la finalité qui mène à l'action et il y a la motivation de se mettre en action aussi qui échappe complètement à la raison. Donc, la raison est insuffisante en éthique. Donc, la phénoménologie permet de réfléchir au-delà de la raison sans la nier. En conclusion, la phénoménologie est une science rigoureuse. Donc, je pense qu'on peut affirmer que la phénoménologie est une science rigoureuse comme Husserl voulait la fonder, de par sa méthode, donc une autre science, de par son fondement, donc avec Michel Henry qui dit qu'il y a un fondement affectif, et de par ses ambitions, parce que la phénoménologie se donne les moyens de regarder les problèmes d'éthique, les problèmes plus larges, donc les problèmes typiquement humains. Par contre, la phénoménologie doit être prudente. Elle ne doit pas servir à mettre hors jeu la raison. Donc, la phénoménologie ne peut pas juste nier la raison. Et elle doit respecter ses propres mécanismes de surveillance, entre autres les poquets, pour qu'on ne passe pas d'un vécu individuel à une affirmation objective sur le monde. Et finalement, la rigueur ne peut s'atteindre qu'en respectant les limites de nos pouvoirs de connaître et en conservant la richesse du réel dans laquelle s'inscrivent nos connaissances, ce que permet la phénoménologie. Merci. Donc, merci beaucoup, Étienne, pour cette vigoureuse défense de la pertinence scientifique de la phénoménologie, disons. On a 4 minutes, parce qu'on a pris 5 minutes de retard un petit peu au départ, donc il nous resterait 4 minutes pour peut-être une question ou deux, là, tout au plus. Donc, Mathieu, je l'espérais presque, Mathieu. Sachant ce que tu présenteras. Bonjour, bien merci pour la présentation. J'avais 2 questions en fait rapides, mais je me demandais pourquoi, si les auteurs que vous étudiez expliquent pourquoi ils acceptent en quelque sorte la définition de la raison
qu'ils prétendent rejeter? Pourquoi ils n'en proposent pas une autre? C'est-à-dire une conception plus élargie de la raison qui ne serait pas réductible à la raison empirico-mathématique à la Galilée. Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième question, je ne sais pas si vous aurez le temps de traiter les deux, mais vous avez présenté l'intentionnalité comme la structure naturelle de la raison. C'est Henri Michaud qui la présente comme telle. Mais je l'ai toujours compris comme la structure naturelle de la conscience. Or, l'affectivité, c'est de la conscience. Les émotions sont des états intentionnels. Je suis joyeux que, j'éprouve de la colère à l'idée que, je suis... Et donc, je me disais, est-ce que l'affectivité elle-même n'est pas intentionnelle? Et si oui, est-ce qu'on a vraiment une solution au problème de l'intentionnalité en passant par l'affectivité? C'est mes deux questions. Très bonne question. Pour la deuxième question, c'est un problème que Michel-Henri explore beaucoup et je crois que Husserl aussi d'une certaine manière, mais il y a vraiment une distinction qui est difficile à établir entre le monde de la vie et le monde objectif. Quand on parle des émotions comme de la peine, le plaisir, la joie ou tout ça, il y a une dimension qui est très, très immanente, qui n'a rien à voir avec qu'est-ce qui produit ces choses-là de l'extérieur. Donc, quand on essaie de projeter l'intentionnalité sur quelque chose, même si ma tristesse est causée par un élément extérieur, ce que je vis à l'intérieur est pure immanence et n'a pas de visée intentionnelle de la part de la raison. Michel-Henri va dire que c'est quand même de l'intentionnalité, mais c'est de l'intentionnalité qui est directe, c'est pas de l'intentionnalité, que c'est quand même de la phénoménalité, ou c'est quand même un phénomène, parce que c'est quelque chose qui est vécu. Puis là, il va faire la distinction, il va dire, ma tristesse est vécue et observée par la seule et même chose. C'est un point qui est très difficile chez Michel-Henri parce que c'est une espèce de tautologie où ça tourne en rond un peu, là. Je suis ma tristesse et je perçois ma tristesse en même temps. Donc, je suis deux choses en étant une. Mais il reste que c'est un phénomène qu'on perçoit quand même. Mais il n'y a pas d'intentionnalité dans cet aspect-là de la tristesse. Je suis ma tristesse. En français, on va dire, par exemple, je suis triste. Fait qu'on dit pas je possède la tristesse ou la tristesse me tombe dessus. On dit je suis triste. Fait qu'on s'identifie très profondément à cet aspect-là émotif de l'affectivité. Pour l'autre question sur pourquoi est-ce qu'on parle de la raison des modernes, je pense que c'est Husserl qui a commencé à utiliser cette façon de voir la raison-là et de dire la raison est mathématisante ou la raison mathématise le monde. J'ai lu très peu de textes de ce retour-là au logos, mais je pense que c'est la façon de s'en sortir, justement, de revoir la raison plus englobante qui ramène le discours et la réflexion beaucoup plus large, incluant l'affectivité. Mais la raison est aujourd'hui très associée à cette chose-là mathématisante. Merci énormément.